tous et ravi d'intervenir sur le volet juridique de la cession de réseau. Mais peut-être faut-il, pour commencer, que je m'excuse, à l'égard du moins des non-juristes. En effet, le droit bien souvent est perçu, sinon comme un frein, du moins comme un mal nécessaire. Aux hommes du chiffre, à Laurent et à Jérôme qui vont me succéder, les effets de levier et autres multiples de l'EBE, aux hommes de loi, les garanties de passifs et les déséquilibres significatifs. Et si le droit en réalité venait ici, comme souvent, sinon toujours, au soutien, sinon même au secours de l'économie. Car s'il est bien un sujet de friction, et même d'opposition frontale entre franchisés et franchiseurs, c'est bien celui de la transmission de réseau. Qu'on en juge. J'ai retrouvé un article de Serge Mérès, célèbre avocat de franchisé, qui écrivait en 2010 dans l'Officiel de la franchise « Le terme reprise de réseau est impropre puisque le réseau ne peut être cédé par le franchiseur ou repris à ce dernier car il ne lui appartient pas. En effet, il ne constitue pas l'un de ses biens propres ni l'un de ses actifs. Rappelons que le réseau est constitué de l'ensemble des entreprises franchisées et du franchiseur, il est leur bien commun. Nul ne peut se l'approprier ni en disposer sans l'accord de tous ses membres. » Et cet avocat d'ajouter « Et rien n'interdit à un franchisé qui considérerait que le repreneur ne répondrait pas aux critères de qualité et de confiance qui avaient prévalu à la signature de son contrat d'en demander la résiliation, soit à l'amiable, soit judiciairement. » Bigre. Je ne suis pas sûr que les franchiseurs adhèrent à cette approche, aujourd'hui reprise et défendue avec force par les successeurs de Serge Mérès. Prétendre subordonner la cession de réseau à l'agrément préalable des franchisés ? Avant d'être un non-sens juridique, n'est-ce pas un non-sens économique ? Imagine-t-on un franchiseur désireux de céder le réseau faire la tournée des points de vente pour recueillir l'accord de chaque franchisé ? Ce serait donner aux franchisés dont l'accord serait une condition préalable et nécessaire à l'opération l'occasion de multiples surenchères et marchandages. Et que dire des risques de fraude si les franchisés venaient à préjuger que l'opération ne leur serait pas favorable ? En clair, et dans une approche économique, l'exigence d'un accord préalable des franchisés constituerait un obstacle à tout projet de cession, sans parler ici de la nécessaire confidentialité des pourparlers avant le closing final. Entendons-nous bien, cela étant, il va de soi qu'une transmission de réseau réussie nécessite l'adhésion des franchisés. Et le plus souvent d'ailleurs, et fort heureusement, cette adhésion ira de soi et sera acquise dès lors que l'opération de rachat sera annonciatrice de progrès et de développement de l'enseigne. L'un des meilleurs exemples étant à cet égard celui du groupe Bertrand et de la façon habile dont il gère ses acquisitions de réseau. L'objectif n'est donc nullement de tordre le bras des franchisés. Mais la question est en revanche de savoir si juridiquement, redisons-le, l'accord des franchisés est une condition nécessaire et préalable à la cession d'un réseau. Au soutien de cette exigence d'un accord préalable, les conseils des franchisés mettent en avant le fait, comme l'écrivait là encore Serge Mérès, dans Franchise Magazine cette fois, et l'on était en 2009, que les franchiseurs écrivent souvent dans leur contrat que l'intuitu personnel pèse sur le franchisé mais pas sur eux. Cette affirmation est absurde car l'intuitu personnel est par nature réciproque dans les contrats de franchise. La personnalité du franchiseur est aussi importante pour le franchisé que celle du franchisé l'est pour le franchiseur. C'est en considération de tous les éléments qui identifient la personne du franchiseur que le franchisé accepte de signer le contrat. Mais que le contrat de franchise soit conclu par le franchisé en considération de la personne du franchiseur, nul n'en disconvient. Pas plus qu'on ne saurait disconvenir que le contrat de franchise est conclu par le franchiseur en considération de la personne du franchisé. Un double intuitu personae donc. Mais s'agit-il du même intuitu personae et faut-il traiter de la même façon et dans une perspective d'égalité la problématique de la circulation du contrat selon qu'elle intéresse le franchiseur ou le franchisé? Les clauses d'agrément pesant sur le franchisé sont parfaitement légitimes, la personne physique sélectionnée et formée par le franchiseur ne pouvant en cas de cession de société ou du fonds de commerce se substituer qui bon lui semble. Et c'est pourquoi les contrats de franchise comportent une clause d'intuitu personae. Ces clauses évidemment doivent être rédigées avec soin. À défaut, leur imprécision serait susceptible, et c'est bien normal, de tomber sous le coup du déséquilibre significatif. Mais n'est-il pas possible, sinon même indispensable, de préciser dans les contrats de franchise que cette clause d'intuitu personae n'est pas réciproque?
Une telle clause de non-réciprocité est indispensable pour éviter aux franchiseurs d'avoir à recueillir l'accord préalable des franchisés, que ce soit dans le cadre d'une opération qui ne fait pas disparaître la personne morale franchiseur, l'opération portant sur la cession du capital social de la société franchiseur, ou que ce soit dans le cadre d'une opération faisant disparaître la société franchiseur au profit d'une autre personne morale, dans le cadre notamment d'apport partiel d'actifs ou de fusion-absorption. Dans l'un et l'autre cas, transmission de réseau avec maintien de la personne morale franchiseur et transmission de réseau avec disparition de la personne morale franchiseur, on va voir, jurisprudence récente à l'appui, que les franchiseurs ont toute raison de se réjouir. Car il est désormais clair que l'intuitu personae pesant sur le franchiseur concerne la personne morale et non pas le ou les dirigeants. À cet égard, et s'agissant de l'intuitu personae pesant sur le franchiseur, il serait préférable de parler d'intuitu firmae. Autrement dit encore, la tête de réseau, c'est la société et non pas le dirigeant. C'est ainsi que l'on peut dire à la fois que choisir un franchisé, c'est choisir un homme ou une femme, choisir un franchiseur, c'est choisir une enseigne et un concept. Et comme l'a écrit notre regretté confrère Gilles Amédée Manem dans un article publié en 2010, les franchises où il y aurait trop d'affect des franchisés vis-à-vis du franchiseur ne peuvent que fragiliser le réseau à terme, car elles constituent en cas de revente du réseau une réelle moins-value. Ainsi, ce n'est qu'à titre exceptionnel et en considération des spécificités d'un réseau que les juges peuvent étendre l'intuitu personae pesant sur la société franchiseur à la personne des dirigeants eux-mêmes. Ainsi en a-t-il été le cas notamment lors du rachat du groupement des parfumeurs Marie Bernard par Marionneau en 2000. Dans cette affaire, le groupe Marionneau était entré dans le capital de la structure tête de réseau. Dans son arrêt du 20 janvier 2004, la Cour d'appel de Rennes a considéré que ce fait ne caractérisait pas en lui-même une faute, mais autorisait néanmoins les sociétés franchisées à dénoncer avant terme le contrat d'enseigne, dès lors qu'il modifiait les fondements du contrat et laissait en outre planer une incertitude sur la survie même de l'enseigne Marie Bernard. La réalité était en effet bel et bien que Marionneau entendait, en faisant l'acquisition de ce réseau Marie Bernard, convertir les parfumeries en Marionneau. Ce que les franchisés ne voulaient pas. Or, et pour la Cour d'appel, les membres de ce groupement s'étaient engagés dans une relation contractuelle à caractère complexe, en considération de l'identité du réseau et de la personne de ses dirigeants. Et l'arrivée de Marionneau comme actionnaire majoritaire de la tête de réseau faisait que les fondements des contrats étaient modifiés, car l'esprit club était l'un des arguments de Marie Bernard. Résultat, par le seul fait de la prise de contrôle du groupement Marie Bernard par Marionneau, les 8 partenaires du réseau Marie Bernard ont retrouvé leur liberté et ont pu basculer sur le réseau Beauty Success plutôt que de devenir Marionneau. Une forme de fronde des franchisés qui est toujours à craindre lorsque la reprise du réseau est effectuée par un concurrent du franchiseur cédant. Mais est-ce qu'en toutes circonstances, et alors même que la personne morale du franchiseur demeure inchangée, les franchisés auraient-ils le droit, comme dans l'affaire Marie Bernard, de résilier par anticipation leur contrat? Comprenons bien qu'ici, l'opération de cession s'effectue via une cession du capital social de la société franchiseur. Nous verrons dans un deuxième temps ce qu'il en est lorsque ce n'est pas la société franchiseur qui est cédée, mais lorsqu'elle disparaît via une opération notamment d'apport partiel d'actifs ou de fusion-absorption. Ici, la personne morale franchiseur demeure, mais change de main, et peut même passer sous la coupe d'un concurrent du franchiseur. Or, et même si cela peut créer un trouble chez les franchisés, il n'y a pas lieu de juger qu'ils seraient autorisés à quitter le réseau. Souvenons-nous à cet égard de l'affaire Rapid-Flore Monceau-Fleur. En mai 2008, le groupe Rapid-Flore était repris par le groupe Monceau-Fleur. Une société franchisée du réseau Rapid-Flore a alors saisi le tribunal de commerce de Rouen d'une action en résiliation judiciaire de son contrat de franchise et de son contrat d'approvisionnement. Au soutien de cette action, la société franchisée a invoqué sa clause d'exclusivité territoriale en se plaignant notamment que le groupe Monceau-Fleur ait autorisé l'ouverture d'un magasin à l'enseigne Happy sur la zone d'exclusivité qui couvrait la ville de Vannes. Et se franchisé de soutenir que les sociétés Happy du groupe Monceau-Fleur et la société Flora Création franchiseur du réseau Rapid-Flore ont le même concept et le même objectif. Elles sont toutes les deux des commerces de vente en libre service de fleurs coupées à prix très bas, accessibles au plus grand nombre, les clients étant libres de choisir eux-mêmes sur des bancs situés à l'extérieur du magasin.
Or, et confirmant le jugement du tribunal de commerce de Rouen qui avait débouté la société franchisée de l'ensemble de ses demandes, la Cour d'appel de Rouen a notamment fondé son arrêt du 24 octobre 2013 sur le fait qu'il n'y avait pas identité de concept. La Cour d'appel de Rouen a ainsi retenu que la gamme de produits vendus sous l'enseigne Happy, à savoir des bouquets composés d'une à deux variétés de fleurs et présentés dans un contenant original, cube pliable, nano-bouquet, flower bag, se distingue de celles proposées sous l'enseigne Rapid Flore, vendant des fleurs coupées à bas prix présentées en bouquet traditionnel. Ainsi, ce n'est pas parce qu'un groupe développe plusieurs enseignes dans le même secteur d'activité et sur le même territoire que les franchisés auraient automatiquement à s'en plaindre dès lors qu'il ne s'agit pas des mêmes concepts. Qu'on songe au groupe Provaliance qui a additionné les acquisitions de réseaux de coiffure ayant chacun leur identité propre pour devenir aujourd'hui le numéro 1 mondial de la coiffure, Jean-Louis David, Coiffenco, Saint-Alc, Fabio Salsa, Magnatis et j'en passe. Et on pense évidemment au groupe Bertrand qui nourrit encore et toujours de grandes ambitions et n'a pas à craindre de se voir reprocher d'être un groupe multi-enseigne de restauration. Souvenons-nous aussi qu'à l'occasion du rachat du réseau Pizza Sprint par Domino's Pizza, un franchisé s'est également plaint de l'opération, en faisant valoir que la disparition du savoir-faire et la disparition du réseau Pizza Sprint à la suite de la reprise par le groupe Domino's Pizza ont entraîné un bouleversement dans l'économie du contrat, de nature à fonder une action en résolution du contrat de franchise au tort exclusif du franchiseur. Or, et après avoir rappelé, ainsi qu'en a jugé la Cour de cassation en 2008, qu'un contrat de franchise conclu en considération de la personne du franchiseur ne peut être transmis par fusion-absorption à une société tierce qu'avec l'accord du franchisé, la 4e chambre du pôle 5 de la Cour d'appel de Paris a jugé le 29 juin 2022 que tel n'est pas le cas lorsque, comme en l'espèce, il y a eu cession de la totalité des parts ou actions de la société et changement de ses dirigeants, en raison du principe d'autonomie de la personne morale, cette dernière restant inchangée en l'absence de clause interdisant ces changements sans l'accord préalable des franchisés. La Cour d'appel de Paris prenant soin d'ajouter qu'il n'est pas établi que les contrats de franchise en cause aient été conclus en considération de la personne du dirigeant. De sorte que, je cite toujours, l'opération de rachat par la société Domino's Pizza France de la totalité des titres composant le capital social de la société franchiseur du réseau Pizza Sprint ne peut être imputée à faute au franchiseur. Un pourvoi a été formé par ce franchisé à l'encontre de cet arrêt de la Cour d'appel de Paris du 29 juin 2022. Or, et c'est là que cela devient encore plus intéressant pour nous aujourd'hui, la Chambre commerciale de la Cour de cassation vient tout juste, par un récent arrêt du 15 mai 2024, de rejeter ce pourvoi. Un arrêt de rejet, mais ô combien important, et que la Chambre commerciale de la Cour de cassation a pris soin de publier à son bulletin. C'est en effet la première fois que l'occasion est donnée à la Chambre commerciale de la Cour de cassation de juger que si le contrat de franchise est conclu en considération de la personne du franchiseur, pour autant, la cession de la totalité des parts ou actions de la société franchiseur et l'évolution de ses dirigeants, qui n'impliquent pas de changement de la personne morale en considération de laquelle le franchiseur s'est engagé et n'emportent aucune cession du contrat de franchise, ne requièrent pas, sauf clause contraire, l'accord préalable des franchisés. Consécration donc de l'idée selon laquelle l'intuitu personae pesant sur le franchiseur n'est pas de même nature que celui pesant sur le franchisé. Et si cet intuitu personae est différent, il ne saurait être réciproque et symétrique. Et on en arrive au deuxième cas de figure, celui de la cession avec disparition de la personne morale du franchiseur, et à nouveau dans cette hypothèse, la volonté des franchisés d'avoir leur mot à dire. Le problème ici est différent, puisque la personne morale du franchiseur disparaissant, il faut bien que le contrat de franchise comporte une clause indiquant que même en cas de changement de la personne morale du franchiseur, le franchisé ne pourra en prendre prétexte pour sortir du réseau. Or, un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 5 janvier 2022, rendu par la 4e chambre du pôle 5 de la Cour d'appel de Paris, avait fait craindre, souvenons-nous-en, que cette clause de non-réciprocité de l'intuitu personae dans les contrats de franchise soit constitutive d'un déséquilibre significatif. Jusqu'alors, la non-réciprocité de la clause d'intuitu personae ne posait pas de problème, notamment dans un litige né à la suite de la cession de l'enseigne Maxauto à la société Noroto,
La Cour d'appel d'Angers avait jugé dans un arrêt du 26 septembre 2006 que la société franchisée n'établit pas que l'article 11.3 du contrat de franchise, selon lequel les modifications pouvant intervenir dans la personne du franchiseur ne sauraient remettre en cause l'existence ou l'exécution du contrat, constitue une clause léonine. Or, et dans le cadre de l'examen des clauses du contrat de franchise Pizza Prince sur action du ministre de l'Économie et des Finances, la 4e chambre du pôle 5 de la Cour d'appel de Paris avait jugé, s'agissant de la clause d'intuitu personae, que la clause d'intuitu personae figurant au contrat de franchise Pizza Sprint, en ce qu'elle permet au franchiseur de décider de la fin anticipée du contrat de franchise sans frais, pour tout projet ayant une incidence sur la répartition actuelle du capital ou de celui du principal actionnaire, ou dans l'identité des dirigeants du franchisé, et en ce qu'elle ne prévoit pas de réciprocité pour le franchisé, crée un déséquilibre significatif entre les droits du franchiseur et les obligations du franchisé. Commentant cet arrêt du 5 janvier 2022, M. le professeur Nicolas Matet avait souligné que reconnaître que le contrat de franchise est caractérisé par un intuitu personae bilatéral est juste. Prétendre qu'il doit être symétrique est contestable. Une rédaction différenciée n'est pas illégitime a priori, car les intérêts du franchisé et celui du franchiseur ne sont pas les mêmes. Curieusement, et au lieu de combattre cette position de la Cour d'appel de Paris, certains commentateurs, pas spécialement pourtant étiquetés pro-franchisés, préféraient se soumettre. Ainsi, et c'en est maintenant de la position de la Cour de cassation, un auteur donnait dans le JCP Entreprise de septembre 2022 au rédacteur des contrats de franchise ce funeste conseil. Afin de réduire le risque d'annulation de la clause sur le terrain du déséquilibre significatif, prévoir une bilatéralité de l'intuitu personae, en permettant à chaque co-contractant non seulement d'agréer la cession du contrat de franchise, mais également de pouvoir résilier la convention sans frais en cas de changement de dirigeant ou de modification dans la répartition du capital de la personne morale. Curieuse recommandation, alors même qu'un pourvoi avait été introduit à l'encontre de cet arrêt. Il convenait à tout le moins d'attendre, sinon même de prendre la plume ou la parole pour militer contre ce qui semblait remettre en cause la validité des clauses d'intuitu personae non réciproques. Pour ma part, et alors que j'intervenais dans la grande chambre de la Cour de cassation le 12 janvier 2023, dans le cadre du colloque sur le déséquilibre significatif en franchise, je me suis permis d'espérer, en présence de M. Vincent Vigneault, président de la Chambre commerciale, que la confusion serait dissipée par la Cour de cassation. J'allais jusqu'à dire, et pardonnez-moi de me citer, les franchiseurs attendent avec impatience, sinon avec angoisse, ce qu'il adviendra sur ce point du pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 5 janvier 2022. Étant ici ajouté que si la Cour de cassation estimait ne pas devoir accueillir sur ce point le pourvoi formé à l'encontre de cet arrêt, compte tenu des circonstances de l'espèce, elle pourrait à tout le moins prendre soin de préciser que ce motif était erroné en droit et surabondant, évitant ainsi d'en faire un principe jurisprudentiel. Selon la terminologie usuelle, la Cour de cassation sauverait ainsi l'arrêt d'appel, mais elle sauverait aussi la franchise en soulignant que la Cour a statué, abstraction faite du motif erroné mais surabondant, selon lequel la clause incriminée entraînerait en soi et par principe un déséquilibre significatif. Je ne peux donc que me réjouir, comprenez-le, que par arrêt du 28 février 2024, la Chambre commerciale de la Cour de cassation, tout en rejetant le pourvoi, a notamment jugé, après avoir rappelé les stipulations de la clause d'intuitu personae incriminée, que, en l'état de ses seules constatations et appréciations, exclusives de dénaturation, la Cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à déduire l'existence d'un déséquilibre significatif du seul fait que la clause litigieuse ne prévoyait pas de réciprocité, a pu retenir que cette dernière caractérisait un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Tout est dit. Le membre de phrase de l'arrêt d'appel « et en ce qu'elle ne prévoit pas de réciprocité pour le franchisé » ne suffisait pas en lui-même à caractériser l'illicéité de la clause, et l'affaire n'était qu'un cas d'espèce et non pas un arrêt destiné à faire jurisprudence. C'est bien ce qu'a estimé la doctrine, monsieur le professeur Cyril Nourissa ayant notamment écrit dans la semaine juridique du 29 avril 2024, que la Cour de cassation approuve la Cour d'appel d'avoir constaté la nullité de la clause d'intuitu personae, stipulée non pas tant en raison de son défaut de réciprocité, qu'avant tout du fait de l'imprécision bien réelle du terme incidence. La Chambre commerciale relève de manière explicite
que la Cour d'appel ne s'est pas bornée à déduire l'existence d'un déséquilibre du seul fait que la clause litigieuse ne prévoyait pas de réciprocité. Et cet auteur d'ajouter, il convient de comprendre que le défaut de réciprocité, ce que l'on appelle communément pour d'autres clauses, par exemple attributives de juridiction, l'asymétrie, ne crée donc pas nécessairement un déséquilibre significatif. Tout le monde peut donc souffler. Et souffler d'autant plus que j'ai peut-être été un peu long et que j'annonce ma conclusion. Une conclusion qui, comme il se doit en ces lieux, rend hommage au travail de la FFF. Car je l'ai dit, s'il est crucial que le droit serve et facilite les opérations de transmission de réseau, rien ne peut être acquis sans l'adhésion des franchisés et le respect du principe de loyauté et du respect des engagements. La FFF ne l'a jamais perdu de vue, et j'en veux pour preuve que le comité de dialogue franchiseur-franchisé, qu'elle a mis en place quasiment dès sa création, a fait ressortir dans une note d'étude qui remonte à juin 2002 que les changements d'équipe, les évolutions éventuelles de stratégie doivent faire l'objet de la part du repreneur d'un dialogue et d'une transparence indispensable pour convaincre chacun des franchisés des avantages pour eux de cette évolution. Le repreneur doit respecter l'intérêt supérieur du réseau et en assurer la pérennité, tant du point de vue juridique que déontologique. Intérêt du réseau. Voilà un terme éthique. Et intérêt? Intérêt? Cela renvoie aussi à une notion financière et bancaire, ce qui fait donc une transition avec le volet économique que Laurent et Jérôme vont maintenant traiter. Je vous remercie de votre attention.